Chers amis, bonjour. Ce matin, c'est pas dans la rigolade, hein, je vous préviens tout de suite. On peut pas être drôle, on peut pas être drôle tout le temps. Et il se trouve que j'ai terminé, c'est une bonne nouvelle, j'ai terminé mon ouvrage sur la souffrance. C'est super fandard comme sujet. Bon, mais il se trouve que j'ai vu sur Twitter qu'on parlait de Dupond-Moretti, et je me suis donc posé la question de savoir est-ce qu'il va rempiler ou pas, sachant qu'il paraît que ça va être annoncé cet après-midi. Et sachant qu'il a certaines gamelles au cul, je me suis dit, bah tiens, c'est le moment ou jamais de parler de justice dans le cadre de mon livre sur la souffrance. À savoir, dans quelle mesure la justice entre-t-elle en considération dans le processus de réparation quand on souffre, et dans quelle proportion, pourquoi, comment, etc. Vous voyez, je suis très contente de mon travail. Le rôle de la justice, donc on est dans le cadre de la souffrance, hein, d'accord ? Celle-ci n'entre en ligne de compte que dans certains cas précis, majoritairement liés à des traumatismes. Je dis majoritairement parce que dans certains cas, comme le crime d'écocide, qui a pour conséquence des épidémies, de maladies chroniques, de cancers ou de maladies génétiques ayant pour conséquence la mort, des handicaps, infertilité, pour ne citer que cela, il ne saurait être question de nier ces souffrances qui sont des conséquences de la destruction de biotopes, toujours, par la dispersion dans la nature de substances toxiques, et qui doivent faire l'objet de poursuites, raison d'être du mot écocide. Il en va de même pour les laboratoires pharmaceutiques qui ont mis sur pied des molécules qui se sont avérées dangereuses. Mais si l'on observe objectivement les chiffres, plus souvent, les poursuites qui sont intentées sont liées à des formes de traumatisme. Traumatisme sexuel, quel que soit le degré de gravité, accident de la route, attentat, homicide ou tentative d'homicide. Je vous épargne les détails. Pour commencer, beaucoup l'ignorent, mais celui ou celle qui décide si une plainte serait nécessaire ou pas, selon le degré de gravité, quand il y a doute, c'est le ou la procureur et personne d'autre. Sachant que le procureur, c'est comment dire, enfin pas le grade, mais c'est le statut qui est juste au-dessus des juges en fait. Beaucoup se plaignent de notre justice, mais ça n'est pas elle qui est le problème, mais bien uniquement son manque de moyens. D'ailleurs, la dernière fois que Macron a octroyé une grosse enveloppe pour la justice, c'est allé côté prison, parce que c'était indispensable. Mais le résultat, c'est que tout le reste, évidemment, n'a rien reçu, du coup. Observez qu'au moment où j'écris ces lignes, certains préfèrent renoncer à déposer plainte parce qu'ils refusent l'idée selon laquelle ce procès ne se tiendrait que dans un nombre d'années conséquentes est regrettable et nuisible à la société autant qu'à l'image que le citoyen a de la justice. C'est notamment particulièrement vrai dans tout ce qui concerne les histoires de harcèlement sur le lieu de travail notamment. Et au sujet des prud'hommes, c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire, plus c'est long, plus ça décourage les gens de porter plainte. Donc c'est juste hyper grave. Il est bien des cas cependant où la justice ainsi que les plaignants ont tout à gagner à ce qu'un délai de plusieurs années soit respecté dans le but d'apaiser le débat et que la justice soit rendue dans un contexte moins douloureux. Le vrai problème réside dans le fait qu'on compte sur la justice, hélas, pour résoudre bien des aspects dont la diminution de la souffrance, là où précisément ça ne serait pas vraiment à elle de devoir assumer une telle charge. Les gens s'imaginent, je développe un peu là, les gens s'imaginent qu'une fois qu'une plainte est déposée et que le vrai coupable a été trouvé, qu'il est puni, qu'il a écopé de temps, etc., c'est résolu et que, bon voilà, on peut passer à autre chose. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, le processus de justice n'entre que dans une mesure moindre, en fait. Et ça, les gens ne le savent pas ou refusent de le voir, je ne sais pas. De façon inconsciente, et oui, toujours notre inconscient, certaines victimes souhaitent que justice soit rendue pour que la sentence qui en résulterait fasse office de vengeance, un peu comme si la justice se substituait à la victime pour se venger, donc. C'est de psychologie dont je vous parle là, et du rôle que certains octroient à la justice vis-à-vis des plaignants. Si cette posture doit être admise comme une forme de constat, alors l'occasion nous est donnée de réfléchir à la notion de vengeance. Les victimes, quelle que soit la gravité de ce qu'elles ont subi, qui comptent uniquement sur la justice pour moins souffrir, sont dans une véritable impasse et ne retrouveront jamais la surface de la sérénité. Entre guillemets, à quoi bon déposer plainte alors et demander réparation? L'idéal réside dans le fait de déposer plainte
pour la société en elle-même. Je ne veux pas dire que ce soit uniquement ça, mais ça doit être ça majoritairement pour qu'on puisse vraiment retrouver son équilibre. C'est pour cette raison que dans certains cas précis, comme les viols, agressions sexuelles sur enfants ou autres catégories, certaines associations se portent partie civile. Dans ces cas précis, je pousserai même le bouchon plus loin encore. Je préconiserai que les plaignants ne soient pas contraints d'assister au procès, leurs plaintes pouvant parfaitement être filmées et être visionnées pendant le procès. C'est là une suggestion, hein. J'y réfléchis, c'est tout, quoi. Je dis pas que c'est absolument la solution, mais je pense qu'il faut y réfléchir. Pourquoi? Parce qu'assister à un procès, c'est traumatisant. Et que pour les victimes, pour peu que le verdict soit largement en dessous de ce qui serait souhaitable, elles finissent carrément par renoncer à déposer plainte. Aujourd'hui, là, avec le ralentissement de la justice, il y a des femmes qui se font agresser, qui se font violer et qui disent « moi, je porte pas plainte ». C'est dingue quand même. Je porte pas plainte parce que ça va traîner pendant des années et en fait, ça va me faire encore plus mal. C'est quand même dingue, quoi. Il arrive souvent, hélas, que d'avoir demandé justice, que le procès se soit tenu avec des années entre les deux, et pour conséquence que le ou les victimes aient regretté amèrement, en fin de compte, d'avoir un jour déposé plainte. Aujourd'hui, nous avons obtenu qu'il puisse se passer un délai de quelques années entre le recueil de preuves scientifiques, c'est-à-dire le prélèvement, le recueil donc le prélèvement, qui sont congelés dans le cas de viol, et que là où les victimes puissent attendre plusieurs années avant d'aller déposer plainte, de telle sorte que le challenge du procès soit ainsi plus envisageable pour les victimes. C'est là une avancée sans précédent dans la lutte contre le crime sexuel, et cette mesure n'est pas suffisamment connue. Alors je précise que sur ce point, alors je ne sais pas si c'est moi qui l'ai inspiré ou pas, actuellement il y a les affaires de piqûres dans les boîtes de nuit. Et justement, j'ai entendu aux infos hier ou avant-hier qu'ils demandent aux gens à qui c'est arrivé de tout de suite aller faire des prélèvements sanguins parce que les preuves elles diminuent, elles disparaissent au bout de 24 heures. Donc, enfin 24 heures ou 48 heures. Donc c'est directement inspiré de ça. Et c'est hyper important ça. Il y a plein de gens qui ne savent pas, mais c'est hyper important. Parce qu'une fois que le prélèvement est fait, après on vous fout la paix. Vous vous sentez pas capable de déposer plainte? Ok, il n'y a pas de problème. Vous le ferez quand vous pourrez le faire. Et c'est fondamental comme truc. Parce qu'à cause de cette histoire de délai et de défis extrêmement durs à relever, beaucoup de victimes encore aujourd'hui renoncent à déposer plainte parce qu'elles ne connaissent pas ce processus purement juridique. Combien? Impossible à déterminer, puisque par définition, ce sont les plaintes qui font office de référencement sur le sujet qui forment les statistiques. Mais en croisant les signalements avec les chiffres du corps médical et des associations qui œuvrent sur ce sujet, nous devrions pouvoir avoir un chiffrage approximatif. Pourquoi alors déposer plainte si ce n'est pour voir la justice nous venger? D'une part, demander justice ne serait-ce qu'en déposant une main courante, quelquefois, suffit à acter pour soi-même qu'on ait subi quelque chose que la loi réprouve. Je pense notamment aux violences conjugales. Certains ou certaines trouvent ça insuffisant, et ça l'est, effectivement. C'est que sur le plan psychologique, passer du statut de victime prenant des coups à celle où celui qui porte plainte véritablement, il est des paliers qui ne sont pas anodins et qu'il est souhaitable de respecter. Pourquoi? Parce que l'agresseur, lui, finit par en être informé. Et que c'est dans son intérêt aussi qu'il est souhaitable que les faits lui soient signifiés. Un homme qui est violent sous l'emprise de l'alcool en soirée, par exemple, et qui, une fois à jeun, le lendemain matin, s'entend dire qu'une main courante a été déposée, ne peut nier les faits et peut commencer à imaginer ce qui pourrait ensuite suivre. Si cette main courante n'est pas déposée, alors, dans son esprit, il n'y a aucun problème. Ce que beaucoup ignorent réside dans le fait qu'une accumulation de mains courantes sur un temps donné peut avoir une conséquence non négligeable sur un jugement de divorce ensuite, d'une part, mais aussi sur le croisement que la justice peut faire dans l'hypothèse d'un couple futur, ensuite, avec le même agresseur. Parce que la compagne d'après, elle n'est pas au courant qu'il est violent. Elle n'est jamais au courant, évidemment. Parce qu'un homme qui a été violent avec une femme le sera toujours ensuite avec une autre, à moins évidemment qu'il prenne conscience de son problème et qu'il se fasse soigner. Ça, c'est autre chose. Ainsi, par simple principe de solidarité, avec une simple main courante, on prédispose d'une certaine façon une aide anticipée à une autre femme qui deviendrait plus tard sa compagne ou son épouse.
Je précise que j'étais allée à la gendarmerie de Pavilly, je ne sais plus si c'était l'année dernière, et j'avais posé la question à l'un des gendarmes. Je dis, mais s'il y a une main courante, qu'est-ce qu'elle devient, cette main courante? Et il me dit, non, mais elle est stockée. Si c'est nécessaire, elle peut être sortie. Donc ça, c'est quand même vachement important, quoi. Ces cas sont notables précisément dans le cas de pervers manipulateurs, d'hommes violents, ces mains courantes alors venant former ce que les enquêteurs appellent un faisceau d'indices concordants. Cela étant d'autant plus important que par définition, un pervers manipulateur, précisément, est particulièrement doué pour brouiller les pistes. Alors, si je dis ça, il arrivait même, un pervers manipulateur, il arrive même à rouler dans la farine les psychiatres, hein, mais sans aucun problème. Alors, c'était le cas il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, on connaît bien le profil, donc c'est plus le cas maintenant. Mais sans ces mains courantes, ces mains courantes-là sont extrêmement précieuses, en fait. Mais ça, il faut en avoir conscience. Et ce n'est pas déposer plainte. C'est juste une main courante. Enfin, la raison pour laquelle en vérité une plainte doit être déposée réside dans le fait que c'est la société tout entière qui doit être protégée vis-à-vis de cet agresseur. Si on dépose plainte pour cette raison et non pas dans un esprit de vengeance, alors on est infiniment plus serein pour se rendre au procès. Ça ne fait aucun doute. Dans le fait de ne pas déposer plainte, par contre, personne n'aborde le sujet. Mais ça signifie alors que dans l'esprit de l'agresseur ou du violeur, tout est OK. En gros, c'est lui donner le sentiment que tout est normal, et que le fait de ne pas avoir tenté quoi que ce soit contre lui n'est que la traduction que son comportement est acceptable, puisqu'il n'y a aucune répercussion d'ordre juridique, et que la société dans laquelle on vit le légitimise, lui, dans son comportement d'agresseur, de mari violent ou de violeur. En somme, de façon involontaire, bien sûr. C'est cautionner ce qu'il vous a fait, et pire, cautionner vis-à-vis des autres victimes le fait que d'autres hommes, alors, puissent se sentir autorisés à pratiquer de même. Enfin, il y a un point que beaucoup ignorent, qui réside dans le fait qu'à chaque coin de rue, alors, la victime est morte de peur à l'idée de le croiser, de nouveau, et de replonger illico presto dans le moment traumatique. Petite précision que je n'ai pas donnée. J'ai moi-même été victime d'un pédophile enfant. Je n'ai cherché à déposer plainte qu'à l'âge de 40 ans, quand j'ai pété les plombs. J'ai alors pris contact avec une association de victimes à Rouen, au palais de justice, et j'ai été reçu par une avocate qui m'a expliqué au sujet de la prescription, donc impossible de déposer plainte. Le statut de victime est indispensable au processus de réparation, quel que soit le type d'agression que l'on ait subi. Quand certains ou certaines ne parviennent pas à s'en sortir, c'est souvent qu'elles restent bloquées à cette étape indispensable. L'étape suivante, c'est d'en faire quelque chose de positif. Personnellement, ce statut m'a été utile 2 jours, au bas mot. L'avocate m'a dit la chose suivante. Je suis désolée pour la prescription, mais c'est ainsi. Vous êtes suivi par un psychologue? C'est parfait. Vous êtes entre de bonnes mains. Bon courage. Quelques semaines plus tard, je torchais une lettre au brigadier de gendarmerie de Barentin pour l'aviser du fait que sur son territoire, il y avait un violeur d'enfants, comment il s'appelait, où il vivait, et que si d'aventure il arrivait quoi que ce soit à un enfant qu'il croiserait pendant ses sorties, puisqu'il était à la maison de retraite de Barentin, il en serait tenu éventuellement comme co-responsable. Dans la foulée, j'écrivais le même courrier au directeur de la maison de retraite de Barentin pour qu'il soit informé du profil pédophile du résident en question. Les 2 courriers avaient été envoyés en recommandé. Le jeudi après-midi, voyant mon psy, je l'en informais. Il était fort surpris, me disait simplement « on aurait peut-être pu en discuter ». C'est incroyable ce que cette simple démarche ait pu compter pour moi dans mon processus de réparation. Ça veut juste dire, en pensant à son agresseur, maintenant c'est moi le maître, et c'est plus toi. C'est fondamental, quoi. Car elle est là aussi l'autre raison, penser aux autres et agir, si possible, pour que votre agresseur puisse, dans la mesure du possible, ne pas se sentir autorisé à recommencer avec d'autres victimes, qu'il s'agisse de pédophilie ou de viol. Alors, pourquoi je vous lis ça ce matin? Je vous lis ça ce matin parce que, évidemment, tout le monde se demande si Dupond-Moretti va rempiler ou pas comme ministre de la Justice. Alors, je ne sais pas du tout quelle est l'intention de Macron sur ce sujet, mais moi, la question que je me pose, c'est de savoir, dans l'hypothèse où il rempile, est-ce qu'il rempile pour continuer à être couvert relativement aux poursuites qui lui pendent au bout du nez, ou si c'est parce qu'il est considéré comme compétent dans ce qu'il fait. Voilà, c'est la question que je me pose.